Alors, je m'appelle Bertrand Pleven, je suis très content d'être là, je vous fais un petit résumé. Et en fait, je suis géographe, j'ai cette tare. J'ai cette tare puisque du coup, je vais peut-être vous décevoir dans la mesure où on va parler non pas directement de cinéma, mais des relations que le cinéma entretient avec le monde. Une manière peut-être de décloisonner le cinéma, si tant est qu'il faille le faire, et une manière en tout cas, ça j'en suis sûr, de décloisonner ma discipline, la géographie. Je vais me permettre de citer Serge Danet pour commencer, qui dans un entretien avec ça y est, j'ai oublié avec qui, avec Régis Debray, euh, racontait la naissance de son désir de cinéma et de son désir du monde. Et la naissance de ce désir, il la logeait sur un objet évidemment connu et adoré des géographes, c'est la carte. Pour lui, la carte, et notamment la carte, le planisphère politique, vous savez, qu'on accrochait au fond de la salle ou sur le tableau d'ailleurs, ce planisphère politique a été pour lui le début du désir de cinéma et le début du désir d'habiter le monde. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais assumer la lourde tâche d'introduire au programme de collège au cinéma, qui, à mon avis, a pour objectif justement de à la fois faire rentrer le monde dans la classe, mais aussi faire rentrer la classe dans le monde. Il s'agit bien sûr de se verdir les yeux sur l'écran, pour reprendre ce terme, cette expression égyptienne, mais il s'agit aussi de travailler sur l'image. Et c'est pour ça que je permettrai une deuxième référence introductive à Christian Metz, qui, dans sa réflexion sur le langage cinématographique, aboutit à cette idée qui m'intéresse en tant que géographe, que pour prendre avec soi, pour comprendre le cinéma, il faut user parfois et souvent de deux codes. Une sémiotique ouverte, nous propose Christian Metz, ouverte à d'autres éclairages disciplinaires, et j'avais envie d'essayer avec vous aujourd'hui un croisement avec la géographie. S'essayer à une approche ciné-géographique. Le terme annonce une sorte d'hybridité, un objet, une démarche un peu floue, mais peut-être avec quelques éléments à prendre. Avec cette interrogation, qu'est-ce que le cinéma a à voir avec la géographie et qu'est-ce que la géographie a à voir avec le cinéma? L'idée est de voir la fiction, le documentaire, le cours d'animation comme des hypothèses utiles pour les élèves et pour les professeurs. Hypothèses utiles pour la géographie, pour un chercheur comme moi, mais ce n'est pas vraiment en chercheur que je viens vous voir ce matin, pour le professeur d'histoire-géographie, mais aussi pour les autres professeurs. Je pense que l'entrée par l'espace au cinéma et l'entrée par un espace qui a à voir avec l'espace géographique peut nous fournir des ponts de dialogue entre collègues, avec les lettres, ou même avec des collègues plus éloignés, à la marge de nos disciplines molles, c'est-à-dire au centre. Je pense aux sciences, je pense aux profs de bio, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la salle des profs. Au-delà, je pense que là, on se place, troisième petite référence, sur une idée qu'on peut trouver chez Rancière, c'est-à-dire que le cinéma qu'on le projette dans une salle de classe ou qu'on emmène les lycéens dans la salle, c'est encore mieux évidemment, de projection, je pense que ça nous offre un partage du sensible. Voilà. À quoi la géographie peut nous servir pour nous aider, non pas à appauvrir les œuvres, non pas à les détourner vers une lecture bêtement disciplinaire, mais au contraire, comment ça peut nous aider à réfléchir ce partage du sensible, ce rapport horizontal à l'autre, ce rapport vertical aux ancrages identitaires. Je pense que le cinéma nous offre à une géographicité, pour reprendre un terme que chérissent mes collègues géographes, c'est-à-dire une attention au monde. Voilà,
C'est sur ces grands principes généraux qu'on va essayer de travailler ensemble avec cette lourde tâche donc donnée à la géographie de planter le décor. Oh, ça, c'est son habitude. La géographie est souvent là pour planter le décor. Mais là, j'ai une lourde tâche, c'est qu'il faut que je plante le décor sans évidemment spoiler, pour reprendre un terme à la mode, l'ensemble des films que vous allez découvrir par la suite. Alors c'est un peu inconfortable pour moi et en même temps c'est hyper confortable parce que je vais pouvoir me contenter de rester en surface. Alors j'ai quelques images à vous montrer. Ça m'intéresse de voir comment le cinéma manipule, modifie, va transformer cet espace pour penser l'objet et l'action résistance. Alors vous voyez que je vous propose d'entrer trois captures d'écran pour dire que je ne suis pas totalement hors sujet ce matin. Les temps modernes, voilà donc le patron de Vagabond, le travailleur industriel qu'on connaît tous des temps modernes. Voilà donc le patron qu'on découvre après 2 minutes et quelques de film. Et vous voyez que ce patron vient juste de s'arrêter de mettre en forme un puzzle, peut-être de nature cartographique, et qu'il prend le quotidien qu'il va lire. Et vous voyez que sur ce quotidien, en fait, on retrouve la bande dessinée de Tarzan. Voilà 2 représentations du monde concentrées sur un plan, 2 représentations du monde qui nous renvoient à la modernité géographique, c'est-à-dire au sens de l'espace moderne, celui de la mise en ordre du monde, le puzzle, et celui du colonialisme, avec Tarzan. 2 représentations du monde. Dans ce bureau, le patron a une main, c'est le cas de le dire, a la main sur le monde moderne. Cyclone à la Jamaïque, 1 heure presque et demie de film. Et là, vous voyez le capitaine pirate, qu'on va découvrir un petit peu par la suite, qui arrache à son second une carte des mains. Là encore, une représentation de nature géographique. La carte, cet objet attendu de tout film de pirate, avec en l'occurrence la carte au trésor, ici elle est arrachée, symboliquement, puisque derrière ce film d'aventure, derrière ce film de pirate, il y a peut-être autre chose. Là encore, le chiffonnage de la carte nous invite peut-être à un autre regard sur le film. Et puis enfin, Longue vie à l'Iran, ces manifestations de rue sur lesquelles s'ouvre le film hors jeu, nous donne à voir des drapeaux, partout des drapeaux, une iconographie nationale, et nous questionne sur excusez-moi, un petit peu de spectacle, sur l'identité nationale, sur le sens pour la société iranienne de ce drapeau, de ce sentiment national. 3 petits fragments donc pour dire que, évidemment, dans le cinéma, il y a de la géographie. Et c'est mon postulat. Il y a de la géographie. Il y a de la géographie condensée. Il y a de la géographie concentrée. Il y a parfois de la géographie stéréotypée. Et c'est cette géographie-là, en prise sur le monde par le prisme du cinéaste, qui m'intéresse aujourd'hui avec vous. Alors, un petit mot du support de la communication. Vous ne serez pas surpris que l'on évoquera quelquefois très rapidement l'ensemble des films au programme. En haut, vous avez les longs métrages de fiction. En bas, vous avez les courts et moyens métrages dans toute leur diversité en tant que nature. Au centre, vous avez ce que j'ai ajouté moi. J'espère que je vais avoir le temps de vous en parler, qu'on va avoir le temps de travailler. C'est des films qui ont résonné quand j'ai vu les films au programme. Alors vous voyez que ces films n'ont peut-être absolument rien à voir. On est loin ici des références en termes d'histoire du cinéma. Je n'ai pas voulu rentrer dans cette généalogie-là. J'ai justement voulu montrer que l'entrée par la géographie pouvait nous amener à former d'autres réseaux d'œuvres, peut-être inattendus,
peut-être des réseaux qui peuvent aussi compléter d'autres approches, évidemment, et compléter les réseaux d'œuvres que l'on peut construire, conseiller aux élèves, étant donné que ces films sont peut-être des films que les élèves ont vus. Voilà donc pour, disons, l'armature générale. Et j'aimerais d'emblée, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, laisser la place un petit peu aux images, et plutôt que continuer sur ces principes généraux et relativement théoriques, je dis bien relativement, je voulais qu'on regarde ensemble les 7 premières minutes d'Into the Wild. Parce qu'à mon avis, ces 7 premières minutes peuvent servir à la fois à vous expliciter plus clairement ce que j'entends par regard géographique sur un film de fiction, sur l'espace diégétique, et en même temps qui va poser, je pense, des éléments qui peuvent résonner avec l'ensemble des films au programme. Je vais donc me taire une première fois pendant 7 minutes et vous laisser avec Lord Byron, Sean Penn et Eddie Vedder pour la bande-son, le chanteur de Pearl Jam, pour ces 7 premières minutes d'un film que je pense je n'ai pas besoin de présenter. Il s'agit de l'histoire, vraie d'ailleurs, d'Alexander McCandless, qui part pour fuir la société au cœur de ce que les Américains appellent la wilderness, c'est-à-dire la nature sauvage. Je vous laisse avec les 7 premières minutes et je vais vous demander, même si vous êtes un peu en aveugle là-dessus, d'essayer de lire ces 7 premières minutes, peut-être moins cinématographiquement que géographiquement. Et ensuite, on s'interrogera sur ce que ça signifie. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. Alors vous devez vous dire que c'est un peu facile. C'est un peu facile de voir de la géographie dans Into the Wild. C'est un peu facile de voir du paysage a priori dans ces 7 premières minutes d'Into the Wild. Un premier exercice qu'on pourrait faire avec des élèves, donc on ne va pas le faire avec vous, rassurez-vous, ça serait de remettre en ordre ces 7 premières minutes, c'est-à-dire de voir dans cette grande introduction du film plusieurs principes de séquençage qui auraient leur homogénéité en termes d'unité de temps et de lieu. Donc on pourrait, vous voyez, faire des captures d'écran, les mettre dans le désordre et d'abord demander aux élèves de les remettre en ordre. Derrière l'exercice qui mesure évidemment l'attention des élèves, il y a un principe plus fondamental ici, d'emblée, c'est cette question de la mise en ordre. Un film de fiction est une mise en ordre de l'espace. Au même titre que les géographes mettent en ordre l'espace, ou d'autres scientifiques mettent en ordre leur matière, les cinéastes et les géographes ont ça en commun qu'ils mettent en ordre. Ils mettent en ordre, et dans un premier temps, on peut observer cette mise en ordre en relevant l'ensemble des signifiés dans le film. C'est donc qu'on pourrait procéder à une première étape que vous avez peut-être faite spontanément, qu'un spectateur fait généralement spontanément et qu'un élève fait aussi spontanément, que de spontanéité, dis donc. C'est tout simplement de se dire où je suis, où ça se passe. Là, on a de quoi faire gentiment. On a de quoi faire gentiment. Ça serait la première étape. Faire des regroupements, un tri des différentes séquences, et puis les nommer, dire à quoi on a affaire. La première séquence renvoie à l'espace domestique. C'est les parents de Christopher McCandless qui l'entendent appeler au secours. La deuxième séquence, on pourrait l'appeler sur la route, ou plutôt sur le rail. On a là d'emblée la question du rapport à la distance et une confrontation entre ce train lancé à toute vitesse
et vous voyez les plans qui relèvent des éléments de la nature vus par le héros. La séquence 3, si vous avez bien relevé, nous présente la petite ville de l'intérieur alaskien de Fairbanks. Les plans changent de nature, on y reviendra très rapidement. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit bien Fairbanks, mais on voit Fairbanks côté cour, Fairbanks côté civilisation. La gare, le bar, le temple. On est ici du côté de la civilisation pour reprendre une expression qui fait peut-être sens ici. La quatrième séquence est un flashback. On retourne, non pas sur le rail, mais on retourne sur la route. Puisque là, on est sur le territoire canadien, du Yukon, et là, on a l'imagerie classique de l'autostoppeur, du semi-remorque, et puis des images en plan subjectif sur la route traversée. Cinquième séquence, on retourne à Fairbanks. Mais cette fois-ci, c'est Fairbanks côté nature. C'est-à-dire que si on nous montre des magasins, c'est les magasins de trappeurs, c'est les magasins d'orpailleurs. Et si jamais on place la caméra dans Fairbanks, on l'ouvre, regardez, si vous voyez bien, au plan 26, on l'ouvre vers la nature. C'est-à-dire que la caméra a complètement changé, le paysage a été tourné à 360 degrés. Et c'est tout à fait logique, ça annonce la séquence 6 qu'on peut baptiser au bout de la route. Alors là, c'est vraiment ça. Sean Penn nous propose un road movie qui commence par la fin, puisqu'on arrive au bout de la route, littéralement. On ne peut même plus parler de route, on parle d'une piste qui est complètement rendue invisible par la neige. Et à partir de là, on a le dernier contact du héros. C'est d'ailleurs la première fois qu'on le voit presque en entier. Le dernier contact du héros avec ses semblables. Ensuite, Christopher McCandless s'éloigne, et ensuite on a la séquence 7 que j'ai appelée Nature et découverte, puisque vous avez à la fois des plans sur Christopher McCandless qui nous semblent tout petits. Tout petits pourquoi ? Parce que parallèlement, Sean Penn propose des plans à la Yann Arthus Bertrand, vus d'hélicoptère, qui écrase complètement le héros, le renvoie à son échelle terriblement humaine, et parallèlement, magnifie et spectacularise la nature. Et pas n'importe quelle nature, la montagne alaskienne, l'aigle, c'est-à-dire là vraiment des émanations, des éléments qui font sens en termes de nature sauvage. On continue, et puis ensuite on arrive à le dernier ensemble de plans. Ce dernier ensemble de plans, vous voyez le héros qui traverse symboliquement la rivière. Là, on est vraiment into the wild. C'est-à-dire qu'on va vraiment, là, pouvoir commencer le film. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le générique s'arrête. Si jamais, avec des élèves ou autres publics, j'essaye de proposer une première petite grille, ce qu'on vient de faire là en nommant ces ensembles de séquences, c'est déjà une opération d'observation de nature, entre guillemets, géographique. C'est-à-dire qu'on a associé des plans et des ensembles de séquences à des termes qui relèvent de la géographie, mais qui n'appartiennent pas qu'à la géographie, qui renvoient aussi à notre vie quotidienne, l'espace domestique, la question des transports et de la gestion de la distance avec les routes et les rails, la question de l'urbanité, c'est-à-dire de ces formes urbaines marginales, en limite de Coumen, en limite d'espace habitable, Fairbanks côté cour, Fairbanks côté jardin. Ensuite, la piste qui montre bien qu'on commence à avancer dans le sauvage. Et puis ensuite, c'est le hors-piste. Et ensuite, la wilderness. C'est-à-dire que j'ai ici un modèle centre-périphérie où Sean Penn, en 7 minutes, arrive à concentrer, certains diront caricaturer, la géographie de l'Amérique du Nord, le foyer domestique, qui est renvoyé à une sorte de panorama de la nature sauvage, le tout en 7 minutes, le tout avec une
une efficacité absolument redoutable. On pourrait donc, avec les élèves, par exemple de 4e, qui travaillent sur ce modèle centre-périphérie en géographie, schématiser cet espace que montre Sean Penn dans Into the Wild. Avec, vous voyez, d'abord le petit cocon domestique, et puis ensuite, ce qu'on peut appeler pompeusement, une sorte de gradient de naturalité, qui envoie Christopher McCandless, et voilà le lien avec notre thème, vers une question de résistance. Est-il de taille, et je dis ça par rapport à ce que dit Sean Penn avec sa caméra, est-il de taille à affronter la nature sauvage? Et en même temps, une autre forme de résistance, parce que qu'est-ce qui l'anime, Christopher McCandless? Supertramp, puisqu'il est rebaptisé dans son périple Supertramp, ce qui fait évidemment référence à Charlie Chaplin aussi, d'une certaine manière. Il cherche à résister à quoi? Il cherche à résister, vous n'avez que des éléments ici, mais vous le savez, à la société de consommation, au carcan familial, à l'idéal bourgeois. Bien sûr, cette première analyse n'est pas suffisante. Ça serait considérer le cinéma comme une fenêtre ouverte sur le monde. Dire voilà, je peux faire de la géographie tout à fait positiviste et objective en utilisant le cinéma. Regardez, au lieu d'aller chercher une carte de l'Alaska, je vous montre Into the Wild. Évidemment, la géographie, vous le savez, c'est pas ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple travail de localisation et de dénomination des lieux dans le monde. Ça y participe, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce qui est intéressant, c'est de travailler ensuite sur le regard, c'est-à-dire la manière dont Sean Penn construit son objet. L'ancrage est une chose, mais les formats et les formes utilisées par Sean Penn ont également, vous vous en doutez, énormément de sens. C'est-à-dire que le paysage d'Into the Wild est un paysage éminemment construit par une multitude de points de vue. Et c'est ce qui en fait toute sa richesse. D'abord, les plans rapprochés dans l'espace domestique. Ensuite, les plans d'ensemble fixes, comme si c'était Christopher McCandless qui prenait des photos de Fairbanks et qui les envoyait à son ami. Ensuite, la fameuse dialectique, plan à la Yann Arthus Bertrand, aérien oblique, face à des plans moyens sur le personnage. Et puis ensuite, cette séquence Into the Wild, telle que je l'ai baptisée Into the Wild, qui en fait est un régime mixte. C'est-à-dire qui mélange un peu des éléments vus précédemment. Intéressant aussi la bande-son. Vous avez vu quand la chanson d'Eddie Vedder arrive, là, avec tous ses arrangements, eh bien, on a un effet de suspension de l'espace, au même moment où on a des plans aériens sur les montagnes. À l'opposé, dans le train au début, on entend de la guitare sèche, jouée par Eddie Vedder, mais qui pourrait être de la musique diégétique, et qui fait référence au plan subjectif du début de séquence. C'est-à-dire qu'en fait, Sean Penn, ici, s'amuse d'abord à nous présenter la nature telle que se le figure le héros, avec une focalisation plutôt interne. Ensuite, il oppose le héros, et peut-être sa bêtise, au caractère grandiose. Donc là, la focalisation est plutôt externe. Et ensuite, il arbitre avec une perspective mixte qui ouvre le film. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai vraiment de quoi travailler sur qu'est-ce que la nature, pour Sean Penn, et comme tout film est une œuvre collective, qu'est-ce que la nature pour les Nord-Américains? Je vois que vous suivez. Est-ce que c'est une nature, est-ce que Sean Penn filme une nature intériorisée, celle du personnage? N'y aurait-il de nature que celle que je pense, que celle que je m'imagine? Ou est-ce qu'il filme, au contraire, la nature de la wilderness, c'est-à-dire cette perspective romantique qui cherche le vertige face à la nature sauvage? Je pense qu'ici, il y a de quoi travailler, si vous voulez, sur la forme et sur le sens tout bêtement géographique, anthropologique, sociologique, appelons-le, ou culturel, appelons-le comme vous voulez, mais je pense qu'on a de quoi travailler là-dessus et du coup, laisser ouvert une étape 3 sur l'interprétation. À partir de ce matériel-là, considérer Into the Wild
dans toute sa simplicité ou dans toute sa complexité, peu importe que ça soit une œuvre populaire ou non, que ça soit du cinéma indépendant ou non, peu importe. Ce qui est important, c'est de là laisser ouvert la parole aux élèves dans le cadre d'une situation. Laisser la parole ouverte aux élèves, parce que moi j'étais hyper surpris en travaillant avec les élèves sur ce film. Déjà j'étais hyper surpris parce que je partais avec des a priori terribles. J'étais sûr que c'était un film qui allait plaire qu'aux garçons. Je suis peut-être bête, hein. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que la perspective ici paysagère est plutôt une perspective genrée, et plutôt une perspective masculiniste, et pourtant ces 7 premières minutes parlaient autant aux filles qu'aux garçons, avec des points de vue différents. Voilà une piste, si vous voulez, pour questionner l'interprétation, la réception par le genre ou par d'autres critères, peu importe, ou simplement la sensibilité face à ces 7 premières minutes. Et cette question, est-ce que Sean Penn ici radote? Est-ce qu'il nous sert un road movie alors que le genre est fini? Ou est-ce qu'il dépasse le genre en le complexifiant d'une vision originale, celle de l'Ouest, ce que les géographes appellent l'écopolis, c'est-à-dire la perspective depuis San Francisco où habite Sean Penn, depuis Seattle où habite Eddie Vedder, depuis la France où habite Éric Gauthier qui a été responsable de la photographie. Voilà, qui nous parle ici et quel sens on peut projeter sur ce montage, sur cette mise en forme de l'Alaska dans les 7 premières minutes d'Into the Wild. En tout cas, ce qui intéresse, si vous voulez, le géographe, et par exemple, le professeur de géographie qui enseigne à des 6e, c'est qu'ici, en 7 minutes, j'ai tous les paysages que la géographie peut envisager. C'est-à-dire pas seulement les paysages des manuels, qui tendent à produire une vision objective, qui donnent à donner une fenêtre ouverte sur le monde. Non, ici, j'ai le paysage dans toute sa complexité, c'est-à-dire le paysage qui est habité, mais aussi le personnage qui est habité par le paysage. J'ai ce que Augustin Berg appelle une trajection, ici à l'œuvre. C'est-à-dire que je suis en perpétuelle interaction avec mon monde. Et dans ces 7 minutes, on a ça. Et ça me semble tout à fait intéressant de le travailler en tant que tel avec les élèves, pour encore une fois décloisonner la discipline. Alors après, on peut s'amuser, hein. Là, j'ai proposé une méthodologie de plan par plan, mais on pourrait s'amuser à faire une analyse de paysage cinématographique. Comment faire une analyse de paysage cinématographique? Autre petite suggestion méthodologique, ça serait quoi? Ça serait dans un premier temps s'intéresser aux imageries, c'est-à-dire ce que je vois. Et le sens. Ici, vous voyez sur ce plan grue, qui a été un des plans qui a coûté le plus cher sur le tournage d'Into the Wild, ce plan grue, il est intéressant puisqu'il spectacularise un petit peu la scène, encore une fois, il spectacularise l'imagerie du bout de la route, et vous voyez comme il organise le plan d'un point de vue géographique sous l'angle des frontières, des discontinuités. Il y a d'abord la barrière de la route, ensuite il y a la barrière de biogéographie avec les derniers arbres, ce qui nous mène à un nouvel écosystème, si vous voulez. Et puis, il y a les dernières traces de pas dans la neige, qu'on voit hélas mal ici sur cette capture d'écran par ma faute. Ce qui m'intéresse ensuite, après cette imagerie, la géographie comme cadre pour le cinéaste, qui cadre lui-même cette géographie, c'est les corps. C'est-à-dire la chorégraphie des personnages. Et ici, c'est très intéressant puisque vous avez sur la petite flèche bleue les traces de pas dans la neige déjà faits. Et Christopher McCandless va choisir l'autre chemin. C'est-à-dire, il va choisir le chemin qui est immaculé. Ça me semble vraiment très intéressant d'interpréter ça. Christopher McCandless, certes, veut aller à la nature sauvage, mais Christopher McCandless est aussi incapable de marcher dans les pas des Amérindiens, ceux qui savaient suffisamment du territoire pour survivre dans ces espaces-là. Jean-Baptiste Aurey nous dit que tout road movie est un western hanté. Eh bien, je crois que là, on a aussi dans cette trajectoire choisie par le corps de Christopher McCandless quelque chose du rapport à l'héritage amérindien et l'héritage surtout de la conquête. Ensuite, c'est le format. Pourquoi Sean Penn, qui depuis le début des 7 minutes, et d'ailleurs dans l'ensemble de son film, tente
souvent avec efficacité, de rendre compte d'une certaine authenticité, avec un tournage sur les lieux qui a été en partie mythifié. Pourquoi ici il choisit un plan grue? C'est que quelque part, il choisit une représentation, une raison cartographique. À ce moment-là, au début de son film, il condense en un plan l'ensemble du film et de ses enjeux géographiques. Très bien, mais Sean Penn c'est bien, Into the Wild c'est bien, on voit les questions de résistance, mais tout ça ne nous parle pas de notre programme. Alors je m'étais engagé à vous parler de votre programme, donc je vais essayer de faire des liens avec cette première suggestion, avec les programmes. Ici, une citation sous forme de capture d'écran, encore une fois, d'un court-métrage Molly, que vous allez découvrir, je pense, relativement vite, qui me permet tout de suite de poser la question de où je filme. Pourquoi là et pas ailleurs? Où se passe l'histoire? Question qu'on posait à Into the Wild, on peut la poser avec, je crois, un certain intérêt pour l'ensemble du corpus du programme qui vous attend. C'est la première partie qui questionne donc les ancrages avec ce titre un peu pompeux, Cinéma au bord de la crise d'espace, ou comment l'espace est partie prenante dans la diégèse, est partie prenante dans l'histoire, et comment on peut essayer de faire avec du point de vue géographique. Alors d'abord, en bon géographe qui plante le décor, mon premier réflexe a été de me dire, très bien, posons cette question toute bête, dressons un planisphère qu'on pourrait dresser avec les élèves de 6e, puisqu'on sait que la localisation sur le planisphère des études de cas sur l'habité sont absolument fondamentales et attendues, à juste titre d'ailleurs, de l'inspection. Faisons pareil avec le cinéma. Première géographie de la résistance. Cette première géographie de la résistance, elle est partielle, elle est partiale, on pourrait beaucoup la critiquer, par exemple en disant, attendez, les lieux de tournage ne correspondent pas, vous savez bien que Cyclone à la Jamaïque a été filmé à 95% dans les studios Pinewood de Londres, cette carte ne veut rien dire, et c'est vrai, mais, enfin c'est vrai, oui et non, mais on a quand même ici une première géographie, et puis une petite référence à Danay, parce que quelque part, ce planisphère, c'est votre voyage à vous pour les 3 jours. Alors voilà où vous allez partir au Mexique, vous allez partir dans la mer des Caraïbes, vous allez partir quelque part en Louisiane, vous allez partir à Newbridge County, que j'ai localisé en Californie, faute de mieux, vous allez partir à Aubervilliers, à Téhéran, vous allez partir au Portugal. Voilà, cette promesse de voyage, moi j'y tiens encore. J'y tiens, mais mon regard de géographe me force tout de suite à analyser un petit peu les cartes, c'est-à-dire à ne pas me contenter uniquement des localisations. On verra donc un certain tropisme occidental à la sélection, sans vouloir du tout la critiquer, et une certaine focalisation autour quand même, on voit quand même un nœud là se dessiner, une polarisation, pour parler géographe, autour du sud des États-Unis et du nord de l'Amérique latine. À mon avis, ça a du sens aussi, hein, cette géographie du programme. On pourrait creuser, mais on connaît ces géographies des festivals qui nous donnent aussi une forme d'état du monde du cinéma. Le cinéma est une machine localisante. Une des premières questions qu'on se pose, c'est de se dire où je suis, où on m'a emmené, ou quand on choisit un film, où on va m'emmener. Évidemment, ce n'est pas la seule question qui compte, hein, mais c'est une des questions qui compte. Alors cette carte, je ne peux pas m'en satisfaire. Je ne peux pas m'en satisfaire parce que pour un géographe, désolé hein, pour ceux qui subissent du coup mes névroses disciplinaires, mais pour un géographe, localiser, c'est nécessairement situer. Et voilà pourquoi je fais référence à ce petit schéma, vous voyez, qui change du coup complètement la configuration des films les uns par rapport aux autres. L'idée de ce schéma est de faire référence au modèle centre-périphérie. Grand classique des géographes, mais pas nécessairement pour tout le monde. En 2 secondes, attention, remise à niveau centre-périphérie. 2 secondes, je vous promets.
Le centre-périphérie est un modèle pour penser l'organisation de l'espace à toutes les échelles, ce qui est bien pratique pour comparer des films qui travaillent à différentes échelles. Le modèle centre-périphérie est une application de l'idée d'Henri Lefebvre, comme quoi la production de l'espace par les sociétés est le résultat de la projection des rapports de force sur l'espace. Tout ça vous mène à définir des centres. Les centres, c'est là où ça se passe, c'est là où les décisions sont prises. Des périphéries, plus ou moins intégrées. Ces périphéries sont directement intégrées au centre et répondent au centre et aux demandes du centre. Et puis enfin, pour aller très vite, des marges qui sont à distance du centre. Vous voyez, on pourrait faire ici une géographie sous le même principe de la salle du cinéma du Trianon. Je suis le centre, star de mon propre show. Il y a bien une périphérie intégrée qui tente de sourire et de ne pas trop dormir au premier rang, peut-être au deuxième, au troisième, soyons fous, les 5 premiers rangs. Et puis ensuite, on a des contrées un peu moins maîtrisées, parce que je ne vous vois pas, parce que vous êtes loin, parce que vous m'entendez mal, mais il y a quand même des signes sympathiques, je vous remercie. Et ça serait la périphérie intégrée. Enfin, il y a ceux qui vont aux toilettes depuis tout à l'heure, qui sont sûrement allés fumer des clopes en se disant quand est-ce qu'il finit, lui il est vraiment long. Ça serait la marge, vous voyez. Dans une salle de classe, ça serait ce qui correspond au chauffage. Ça serait donc évidemment les marges donc, de la parole incomprise. Tous ceux qui se disent ouais, il nous fait chier avec la géographie. Pardon pour la vulgarité. Voilà. Eh bien, ce modèle-là, qu'il faudrait complexifier, mais je ne suis pas là pour faire un cours de géo, eh bien, il est hyper intéressant pour penser la résistance au cinéma. Parce que d'emblée, du coup, je ne vois plus « Ah, c'est localisé à New Bridge Country »,« Ah, c'est localisé au Portugal ». Je vois où je me situe par rapport au centre du pouvoir. Et comme le pouvoir est un des thèmes forts de vos films au programme, eh bien, je crois que c'est absolument fondamental de situer. Alors, vous voyez, ce qui est bien avec Into the Wild et la petite séquence que je vous ai passée, plutôt le générique, je vais essayer de parler correctement, eh bien, c'est qu'on avait du centre, le lit des parents, jusqu'à la marge, Into the Wild, la dernière partie. Eh bien, ce qui vous attend, et j'espère que vous garderez ce petit schéma en tête, c'est qu'au-delà du planisphère et au-delà du voyage, il vous attend un voyage politique, où chacun des films se situe dans des situations socio-spatiales relevant du rapport de classe, du rapport de genre, des rapports de domination. Et là, d'emblée, le petit modèle spatial que je vous propose est plus parlant, plus utilisable. Et encore une fois, ce n'est pas de la spéculation intellectuelle qui sort de nulle part. Les élèves de 4e travaillent sur ce modèle centre et périphérie pour lire la mondialisation. C'est quelque chose qu'on peut faire, c'est une greffe. C'est une hybridité qu'on peut tout à fait assumer. Alors, quelques applications, parce que le modèle, c'est bien, mais c'est très théorique. Regardez, mise en cadre de l'espace avec quelques captures d'écran. Vous regarderez cet après-midi, même si vous connaissez très bien, et je crois que vous allez travailler dessus, donc je n'avais pas le droit de le montrer, le générique. Le générique des temps modernes, qui, très clairement ici, figure le flux du taylorisme, le flux de la révolution industrielle, à peine freiné par la crise des années 30, puisque le film date de 1936. Vous voyez sur le plan 2, ce plan connu des moutons, avec le petit mouton noir au milieu, et l'analogie, qui relève presque de Buñuel, avec le 3e plan, qui fait par analogie la comparaison entre les moutons et les travailleurs qui vont à l'usine. Plus globalement, ce qui m'intéresse, de l'horloge jusqu'à l'espace intérieur de la grande usine, filmée par Chaplin, ce qui m'intéresse ici, c'est que en quelques plans et en 1 minute, il figure l'encadrement de cette société industrielle, l'encadrement moderne. Cyclone à la Jamaïque. C'est moins un encadrement, quoique, qu'un houleux exotisme.
qui vous attend dans les premières images du film. Alors là, j'ai associé à la fois la bande-son et la chanson, qui annonce déjà la potence dès les premières minutes, mais j'en ne dirai pas plus, et le contraste qui existe avec les plans sur la mer qui relèvent d'une imagerie de carte postale. Progressivement, la tempête arrive, progressivement, la limite entre l'espace maritime et l'espace terrestre tend à s'annihiler. Qu'est-ce qu'un cyclone, si ce n'est la pénétration, un peu de biogéographie, la pénétration de flux profondément océaniques sur l'espace terrestre. Donc là, vous voyez aussi en 1 minute pile, si vous voulez, l'articulation entre le paysage de carte postale, celui qu'on attend d'un film d'aventure, avec tout l'exotisme qui va avec tout de suite un paysage plus noir, plus sombre, dédoublé par les paroles de la chanson générique. Une seule image, la première. Antoine Germain, avec qui on faisait des formations sur le cinéma, disait toujours « Bon, finalement, en formation, on pourrait aller beaucoup plus vite. Il suffirait de montrer la première image et la dernière image et on arriverait tout de suite à attirer quelque chose. Ça serait plus efficace, on serait forcé de moins bavarder. » Donc là, j'ai choisi la première image. Donc voilà un père à la recherche de sa fille parti voir le match de foot Iran-Bahreïn, préparatif de la Coupe du Monde en 2006. Donc vous voyez, il cherche sa fille, mais d'emblée, dans cette première image, l'espace est posé comme problématique. Pourquoi ? Parce qu'il cherche sa fille, il ne voit qu'un mur. C'est-à-dire que son horizon est déjà d'emblée profondément bouché. Vous allez me dire, c'est normal, à Téhéran, toutes les autoroutes qui marquent l'espace urbain sont véritablement entrecoupées de parois de béton armé. C'est juste, c'est propre à l'urbanité de Téhéran. Mais là, le choix de cette première image, si vous voulez, est-ce qu'elle est vraiment allée est-ce qu'elle est vraiment allée au match, excusez-moi, où vais-je pouvoir trouver ma fille ? Et il regarde donc dehors, sur ce mur sans horizon. Alors, ce qui est intéressant, j'avance un petit peu, c'est qu'on a donc un ancrage relativement fort de lieux relativement reconnaissables, de paysages relativement identifiables. Pensez à un cyclone à la Jamaïque. Et pourtant, alors là, il va falloir beaucoup d'imagination, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'image, je crois. Ah super, merci beaucoup. C'est vraiment c'est génial ici. Vraiment, on se sent bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce cadre, les 3 films vont le déconstruire totalement. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait faire la différence entre des cinémas qui laissent l'espace au rang de décor et les cinémas qui vont questionner ce décor, en faire un cadre, voire un actant, un quasi-personnage. Et en fait, on a de la chance, puisque la plupart des films au programme, et même tous, font plus de l'espace qu'un simple décor. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que le paysage, l'espace, les lieux vont être partie prenante de l'action. Exemple ici, alors vous ne voyez pas au dernier rang de l'image, vous ne voyez pas, mais c'est en fait la maison coloniale, la maison de la plantation, de la famille dans laquelle habitent les enfants, qui est d'emblée, la tempête venant, détruite par un cyclone. C'est les premières minutes du film. C'est-à-dire que la crise narrative, celle qui va ouvrir l'arc, est profondément géographique. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi la différence de ces flux à l'image, qu'on ne voit qu'imparfaitement avec la capture d'écran. C'est-à-dire les personnages qui courent dans ce sens-là, la maison encore debout, mais quasi disparue sous les flots, et justement ces flux pluvieux qui vont dans l'autre sens. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que le cyclone amène le désordre. Il amène le désordre dans quel ordre ? Il amène le désordre dans l'ordre colonial. Ici, la pluie politique. Et la pluie va ouvrir le film et à ouvrir la négociation autour
de la question de l'autorité à toutes les échelles, mais aussi autour de l'ordre colonial. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut relever. Ah, alors ça, c'est peut-être ma séquence préférée des temps modernes. Vous allez me dire, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve évidemment Chaplin, peintre de l'ordre moderne, avec cette séquence située à 40 minutes environ. C'est quand il a rencontré Gamine, vous savez, dans la ville, et qu'il parvienne à s'échapper en marge de la ville, justement. Ils parviennent à s'échapper en marge de la ville et ils se retrouvent dans une sorte de suburb, une banlieue qui n'est pas très très riche, puisque vous voyez, mal entretenue. On dit aux États-Unis qu'on peut jauger du niveau social d'un quartier en fonction de la tonte de son gazon. Donc là, on a quand même une nature relativement sauvage au sein de cette suburb. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est ici l'ordre moderne peint par Chaplin. Je ne parle pas de l'étalement des villes et du modèle de la suburb, on pourrait développer ça, puisqu'on voit bien que c'est l'horizon à l'arrière-fond des paysages. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est Enfin, moi, en tout cas, j'ai pensé tout de suite, ou presque, au tableau de Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Robert Andrews, qui relève d'un genre très classique au milieu du XVIIIe pour la gentry anglaise, qui était de se faire représenter l'homme et la femme sur sa propriété. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il se joue tout l'ordre moderne dans ce tableau, c'est-à-dire évidemment le culte de la propriété, le fait que les travailleurs sont rendus invisibles, et aussi pour développer évidemment le rapport de genre. Vous voyez, l'homme est debout avec son fusil accoudé à l'arbre, et la femme, elle, est contre l'arbre, comme enracinée dans son identité de femme. C'est évidemment l'homme qui est le propriétaire, la femme n'est que spectatrice d'un paysage travaillé par d'autres, encore une fois rendu invisible, les travailleurs agricoles. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette séquence, vous voyez que Charlie Chaplin, si vous êtes d'accord avec la citation et l'écho, après tout on peut la remettre en cause, mais inverse un petit peu le rapport, puisque Charlie Chaplin est adossé à l'arbre, tandis que c'est plutôt Gamine qui a vue ouverte sur la nature sauvage. En tout cas, je pense, et on retrouve ça dans tout le film, que vignette après vignette, scène après scène, Charlie Chaplin procède à une véritable déconstruction de la carte de l'espace de la modernité. Et là, on en voit un exemple. On pourrait évidemment trouver un autre exemple dans l'usine au tout début du film. Dans Hors-jeu, là aussi, l'ordre compte, l'ordre genré, l'ordre religieux, l'ordre qui tente d'assigner à territoire les jeunes femmes, il compte évidemment, et on le retrouve dans de nombreux plans qui posent le problème du cadrage. C'est souvent des plans, quand on voit la ville, c'est des plans vus du bus ou vus d'un bus. Et là, on voit sur le premier plan la multiplicité des barrières avec la personne des policiers, la personne les policiers, les différents types de barrières, de barricades, qui assombrissent tout à fait le dessin d'une des héroïnes du film, qui est donc de rejoindre le stade pour assister à ce fameux match de foot. Ce qui me semble intéressant, c'est que là, le réalisateur dresse une sorte de panorama d'un paysage fermé, d'un paysage rempli d'embûches. Sur le chemin de retour, 1h13, je ne vous dis pas exactement quelle est la nature de ce bus, on a le même problème, ou un problème relativement similaire. On est toujours dans le bus, on est toujours à distance, et regardez la taille de l'écran qui représente le match de foot. Regardez cette distance, du coup, qui est créée entre les spectatrices potentielles et le spectacle. Là aussi, il y a une réflexion sur la distance, sur la mise à distance et sur l'assignation à territoire des jeunes filles.
Tout ça est bien triste. Jusqu'à présent, puisque le cinéma et nos films au programme semblent donc très fortement localiser leur histoire, ils semblent les ancrer, ils semblent associer un poids tellement fort à l'espace qu'on n'en serait pas loin d'une forme de fatalisme. Et c'est justement la force, de ces trois films dans leur forme, c'est que justement, ils vont dresser un espace profond, un temps long, et ils vont l'opposer au mouvement des personnages, à leur corps, à leur intentionnalité. Et du coup, le ressort dramatique, celui qui pourrait parler aux élèves, y compris comme élèves sensibles, ce ressort dramatique, si vous voulez, il est une nouvelle fois profondément lié à l'espace. Alors là, on voit le guitariste de Betty Blues qui a eu affaire avec le Ku Klux Klan, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui, perdant la vue, se met à jouer de la guitare, et partout où il passe, les gens se mettent à danser. La danse, le repas, voilà peut-être des thèmes absolument récurrents dans les films, et qui renvoient au mode d'habiter, à l'attention au monde et le rapport au monde. On va regarder des extraits, mais d'abord on va se poser cette question-là. Est-ce que nos trois films au programme ne posent pas la question suivante: est-ce possible pour un personnage de fiction d'habiter l'inhabitable? Je vous laisse avec le deuxième extrait, qui est donc une petite compilation des trois longs métrages de fiction. Donc voilà, ces trois extraits pour signifier un premier rapport entre ces films. C'est d'abord la question de savoir où habitent les personnages. Et en fait, la plupart des personnages sont sans domicile fixe ou sans place fixe. Ainsi, ils sont plongés dans une forme de fluidité qui les rend vulnérables à l'espace. Le personnage de Charlot, qui est finalement inadapté, comme le héros de Sean Penn, l'est sous un autre registre et avec un autre ton. Donc ça me semble pertinent d'utiliser le terme d'habiter, qui renvoie encore une fois à notre rapport horizontal dans l'espace aux autres et à notre rapport vertical à l'ancrage, notamment identitaire. Je pense que c'est une bonne clé pour aborder ces trois films et la manière dont ils traitent les pratiques spatiales des personnages. Alors, l'espace n'est pas qu'un ordre symbolique relevant d'un rapport de domination. L'espace est aussi très concrètement des embûches ou des supports à la résistance. Alors justement, on peut passer sur ce deuxième point, support à la résistance, fluidité des personnages. On arrive ici à peut-être prendre le film sous un autre bout de la lorgnette, non pas seulement par séquence, non pas seulement par ensemble de plans, non pas seulement par capture ou photogramme, comme on disait autrefois, mais dans son ensemble, c'est-à-dire s'interroger et demander aux élèves quel espace dessinent les films. Alors ça, c'est ce que je fais en enquête, là cette fois-ci du côté de la recherche, mais c'est ce que j'ai fait aussi avec des élèves en classe après avoir visionné un film. C'est la production de petites cartes mentales spectatorielles. Vous en voyez donc ici 4 extraits au sujet du film Maps to the Stars, le dernier Cronenberg. Et on s'aperçoit, déjà on s'aperçoit d'une chose, c'est que comme l'espace réel, on a plusieurs représentations de l'espace filmique. Bon, ça on pourrait s'y attendre. Il y a une diversité des réceptions. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne retient pas les mêmes éléments. Vous voyez, il y a des éléments qu'on
qu'on retient, d'autres qu'on ne retient pas, des éléments qu'on exagère en termes de taille. Je trouve ça assez intéressant de passer de ce que figure le film à sa mise en carte spontanée, qui est l'exercice de la carte mentale. Plus fondamentalement, et sans être trop long sur ces objets, ce qui me semble digne d'attention, c'est aussi le fait que quelquefois les éléments, objets, paysages, lieux sont juxtaposés, sans ordre apparent, ou alors le spectateur rend compte, comme la dernière carte mentale, qui est le produit d'un réalisateur en fait, c'est peut-être pas un hasard, produit un parcours. Et j'en viens du coup à faire référence ici à ce que André Gardy appelle l'espace narratif dans son ouvrage sur l'espace au cinéma. Il dit que l'espace narratif, en fait, la carte de l'espace narratif, seul le spectateur la reconstitue véritablement. Sans du tout vouloir orienter votre manière de lire l'espace narratif des films que vous allez voir, je pense que ça vaut le coup qu'on mette dans notre besace un autre élément méthodologique qui serait de travailler sur les trajectoires de ces personnages fluides et sans attache, de travailler sur les formes qu'ils dessinent dans l'espace. Est-ce que leur trajectoire est une boucle, comme pourrait s'apparenter la trajectoire des héroïnes iraniennes du film Hors-jeu? Est-ce qu'on est plus dans un récit du type parcours initiatique avec des bifurcations inattendues, des ruptures de ton et d'ambiance très profondes? Ça serait peut-être une matrice pour penser l'espace narratif de Cyclone à la Jamaïque. Où est-ce qu'on est, et ça vous le savez puisque je suis là, je suis sûr que vous l'avez tous vu, est-ce qu'on est dans cette espèce de boucle qui tourne comme la pellicule du cinéaste, comme la pellicule du projectionniste aussi, qui tourne sans cesse avec le héros joué par Charlie Chaplin qui donne l'impression de toujours revenir à la case départ, c'est-à-dire de toujours revenir dans l'ordre, que ce soit celui de l'usine, que ce soit celui de la prison, de nouveau de la prison, ou d'un autre type de travail, pour enfin revenir à l'usine. Ce qui me semble vraiment intéressant de travailler avec des élèves, c'est la question de l'horizon. Les films débutent systématiquement avec un horizon qui est cadré. On l'a vu avec les temps modernes. Un horizon qui est bouché par un événement climatique, cyclone en Jamaïque. Un horizon bouclé par les normes sociales et la mise au ban d'une partie de la population iranienne, en tout cas en ce qui concerne certaines pratiques. Donc je pense que ça peut être pas mal de travailler sur les lignes de vie, pour reprendre une métaphore facile, les lignes de vie que proposent de manière condensée les trajectoires des personnages fictionnels. Alors, dans ces bifurcations, dans ces retournements, dans ces formes spatiales que dessine l'espace narratif, les corps jouent un rôle à une autre échelle, c'est-à-dire, pour reprendre un terme de géographe, à une échelle plus grande, c'est-à-dire avec un zoom plus important. Là, on retrouve, pour prendre un exemple d'une thématique récurrente, la question du déguisement, la question des rôles sociaux. Dans ces 3 films, vous ferez attention, et c'est valable aussi pour les courts-métrages, résister, c'est peut-être avant tout déjouer les normes en jouant des rôles. Vous voyez une des héroïnes de Hors-jeu qui est contrainte de mettre un poster de footballeur sur sa tête pour aller aux toilettes. Cyclone à la Jamaïque, les enfants qui montent sur le bateau pirate vont être des éléments subversifs qui vont totalement retourner la situation, j'en dis pas plus, qui vont totalement retourner la situation. Comment ? Eh bien, quelque part, en rendant enfant
les pirates eux-mêmes. Et vous voyez ici, enfin non plutôt vous ne voyez pas, mais dans l'amanoir de la capture d'écran que j'avais choisi, on voit une enfant qui met ses cheveux devant la tête et qui joue au fantôme. Et cet élément va être un élément déclencheur dans la montée de la superstition des pirates et dans une nouvelle bifurcation de l'espace narratif. Enfin, les temps modernes, on a une scène qui est aussi bien connue, avec la farce des rôles sociaux. Chaplin est arrêté une nouvelle fois, mais il décide d'en profiter en passant devant un tabac et il prend, en sachant qu'il ne pourra pas payer, un cigare, il distribue des chocolats aux enfants avant que le vendeur se rende compte que le héros est bel et bien menotté et suivi du policier. Donc à chaque fois, on a un petit théâtre. On a un petit théâtre et les formes de résistance passent par l'endossement de rôles qu'on n'attend pas des personnages. C'est un des modes de résistance dans l'espace. Dans les cours aussi, ces références aux cachettes, au travestissement, au carnavalesque sont absolument fondamentales. C'est pour ça que je ne vais pas avoir le temps, mais je voulais faire un lien avec À propos de Nice de Jean Vigo sur cette thématique-là. Par contre, je vais peut-être avoir le temps de ramasser un petit peu cette deuxième partie en vous passant un extrait de Collatéral de Michael Mann. Là, c'est le tout début du film. Je le laisse aller jusqu'au bout. C'est-à-dire là. Voilà pour cette petite séquence qui est relativement célèbre aussi. Alors, c'était pour bien insister sur le fait qu'ici, Michael Mann dresse bien un cadre géographique, celui de Los Angeles. Vous savez que le scénario de Collatéral était écrit à l'origine pour New York et que Michael Mann le transpose à Los Angeles. Ce fait, je le trouve relativement intéressant. Et vous voyez qu'on peut travailler sur ce cadre, sur la manière dont le cinéma condense la géographie, l'exagère, en procédant à une carte. Alors cette carte, c'est une carte que j'ai produite moi dans le cadre de ma thèse, mais cette carte, elle peut être produite avec des élèves, tout simplement en prenant un plan des routes de Los Angeles et en suivant la petite séquence qu'on a suivie ensemble, où les personnages échangent les deux itinéraires possibles. On peut très bien faire cartographier aux élèves les deux itinéraires et ainsi questionner d'emblée l'espace réel angelin et la manière dont Michael Mann va le figurer et va nécessairement le transformer. Donc cette carte nous parle déjà du travail sur ce cadre de Los Angeles. On s'aperçoit que Los Angeles, c'est finalement très peu de lieux pour Michael Mann. Il y a une surreprésentation des tours centrales, du centre d'affaires, dirons-nous. Et ce centre d'affaires est le véritable aimant de l'histoire, un quasi-personnage qui va être figuré par Michael Mann comme un labyrinthe, dans la pure tradition du film noir, comme un labyrinthe. Et du coup, on a ici de nouveau, sous une autre modalité, la question de la liberté géographique, c'est-à-dire de notre rapport à l'espace matériel, même si la figure du labyrinthe est évidemment symbolique. Plus encore, l'espace de Michael Mann est un espace qui est aussi social. Si Michael Mann procède à un concentré des paysages de Los Angeles, il procède aussi à un concentré de sa géographie sociale. Chacune des étapes qui va mener Max, le chauffeur de taxi que vous avez vu, et Vincent, Tom Cruise, plus blanc que blanc,
qui va être le tueur à gages, qui va le mener d'étape en étape pour réaliser ses méfaits, faire capoter le jugement organisé par la procureure que vous avez vu dans Le Taxi. Eh bien, cet espace social, à chacune des étapes, est figuré une minorité. Et de manière condensée, la fragmentation socio-spatiale de Los Angeles est concentrée dans le taxi, dans le rapport entre le chauffeur noir et le client blanc, et encore une fois, plus blanc que blanc. Michael Mann, dans Collatéral, interroge la ville. Est-ce possible de filmer Los Angeles la nuit? Il y a donc un challenge visuel, mais au-delà de ce challenge... Excusez-moi, je fatigue, je reprends. Au-delà de ce challenge visuel, il y a un véritable challenge politique, de questionner ce que les Canadiens appellent les minorités visibles et la mise en visibilité dans l'espace de ces minorités. Ainsi, on peut considérer que l'espace mis en scène par Michael Mann est un espace politique. Et justement, je vais aborder le dernier point que je voulais aborder avec vous, l'espace politique. Si la résistance est résister au cinéma, c'est résister face à un ordre spatial, c'est résister face à des contraintes spatiales, c'est résister face à un ordre social. Quelque part, ces contraintes, cet ordre spatial, cet ordre social, les cinéastes l'affrontent aussi, les artistes l'affrontent aussi. Les spectateurs en sont plus ou moins témoins, en sont plus ou moins sensibles. Je voulais simplement défendre ici une idée relativement convenue, c'est que dans vos films et dans vos courts-métrages, comme ici Quand passe le train, court-métrage qui figure un petit village mexicain de l'État du Veracruz qui est traversé par, vous savez, ces territoires mobiles, cette ligne de train qui emmène les migrants de l'Amérique centrale jusqu'à l'Eldorado texan ou californien. Bien, regardez où est la caméra, regardez où se place la caméra. Après avoir dit que le cinéma utilisait l'espace, les paysages et les lieux comme matière première, après avoir vu que le cinéma était un véritable laboratoire de la performativité des acteurs, de la performativité des acteurs dans l'univers filmique qui renvoie à notre propre performativité comme acteurs dans l'espace politique. Mais il y a d'autres questions qui entourent le film, qui sont moins directement internalistes, mais plus externalistes. Des questions toutes bêtes du type « où il a posé sa caméra ?» Des questions toutes bêtes du type « attendez, sur cette séquence-là, vous n'avez pas ressenti quelque chose de particulier ?» Très clairement, ici, le réalisateur de Quand passe le train choisit son camp, en choisissant l'espace où il prend place, où il pose la caméra. D'emblée, ce positionnement est à la fois géographique et à la fois politique. Alors ce positionnement de la caméra, savoir d'où je filme et qu'est-ce que je filme, renvoie aussi aux 3 films des programmes. Regardez, la première capture est une citation de Hors-jeu, et vous voyez ce plan qui épouse une forme architecturale, donc courbe, mais ce plan qui se refuse à filmer le stade, et qui annonce du coup un contournement de l'iconographie dominante qu'on peut voir dans les retransmissions de matchs de foot sur TF1 par exemple. Deuxièmement, la citation de Cyclone à la Jamaïque, citation où on voit le bateau pirate qui se camoufle dans le paysage, qui se transforme, vous voyez, merci beaucoup, qui se transforme en voilà. Là est le bateau.
Et le bateau est rendu invisible. Invisible à qui? Invisible à l'ordre colonial des corvettes britanniques et néerlandaises qui sont à la recherche des enfants perdus. Vous allez dire, oh, bah, coup classique qu'on retrouve dans Pirates des Caraïbes, le camouflage du bateau. Oui, mais aussi réflexion sur le film. Est-ce que je vois bien un film de pirates? Quelle est la part des apparences? Est-ce que les adultes sont bien les adultes dans cette histoire? Qui mène la danse? Vous voyez, ce traitement du paysage renvoie au vertige, au trouble que crée Cyclone à la Jamaïque devant son spectateur. Bon, après, l'image est hyper connue, donc j'ose même pas la commenter. C'est évidemment le héros des temps modernes qui est pris dans la machine, littéralement avalé, mangé, grignoté par la machine. Cette machine qui renvoie, je faisais référence tout à l'heure, bien sûr à la machine, à l'industrie, au taylorisme, mais qui renvoie aussi, bien évidemment, par analogie, à la caméra. Je suis en train de critiquer le monde moderne avec un instrument purement moderne. On a aussi là une réflexion qui est presque d'ordre métafilmique et qui a été abondamment commentée, donc je ne développerai pas plus. Et What's Up Rockers, parce qu'on a déjà fait un tour à Los Angeles, ce que je voulais interroger avec Larry Clark, c'était cette question de l'espace politique, et notamment l'enchaînement de deux séquences sur lesquelles j'ai travaillé avec des jeunes publics et qui fonctionnent vraiment très bien. L'enchaînement des deux séquences où vous avez ces skateboarders latinos qui ne correspondent pas du tout au ghetto, qui rejoignent pour justement leur pratique de skateboard un autre ghetto, le ghetto doré de Beverly Hills. Et en fait, aussi bien dans leur premier ghetto que dans leur deuxième ghetto, eux non plus n'ont aucune place. Ils ont leur place nulle part. C'est ce que dit d'ailleurs le flic figuré par Larry Clark, qui ressemble à Arnold Schwarzenegger, et qui leur dit « You don't belong here ». Vous n'appartenez pas ici. Et bien, quelque part, cette phrase « You don't belong here » renvoie tout à fait à des thématiques des trois films. Après, la question du contournement des iconographies dominantes et leur discussion qu'on retrouve dans Larry Clark. S'il va filmer, si ensuite il filme ces skateboarders latinos qui descendent Hollywood Boulevard, c'est aussi une manière de prendre une revanche sur l'invisibilité de ces minorités dans Los Angeles. Donc il y a une véritable portée politique qu'on trouve chez Larry Clark. Mais cette portée politique, on la retrouve aussi dans les films sous une autre modalité. Ici, je suis moins du côté du réalisateur et de sa géographie créative que du côté du spectateur. Vous allez voir un cyclone à la Jamaïque et vous allez voir progressivement les rênes du récit en tant que spectateur vous échapper. Le film va vous cacher de plus en plus de choses et les enfants vous en raconter de plus en plus. Ce plan à 1 minute 27 du film renvoie à la capacité de voir et au pouvoir associé au voir, au pouvoir raconté, mais au pouvoir tout court. Bien sûr, il y a les regards caméra qui questionnent le spectateur. Alors, t'en penses quoi de cette injustice? T'en penses quoi de ma résistance? Regard caméra de Charlot. Regard caméra aussi, même si ce n'est pas un véritable regard caméra, vous verrez, la scène est très fine et très intéressante dans le bus qui emmène les fans de foot vers le centre de rétention de la brigade des mœurs. Ces plans sont importants, on pourrait en trouver d'autres, parce qu'ils posent la question d'un autre type d'espace. Non pas l'espace scénographique, celui qui a servi à tourner le film et qui peut relever d'un positionnement politique. Je pense pour le film Hors-jeu. Filmer Téhéran, ce n'est pas filmer Los Angeles, c'est certain, mais filmer South Central, ce n'est pas filmer le 8e arrondissement non plus de Paris. Donc il y a un véritable enjeu géographique et politique sur d'où vous filmez, où vous filmez,
ici, ce deuxième point renvoie plutôt à la question de l'espace spectatoriel, c'est-à-dire ce qui se passe entre l'écran et les spectateurs, l'écran et les élèves. Quand l'écran est une fenêtre et qu'il implique, quand l'image ne représente plus le monde, mais qu'elle devient un monde. Je voulais finir et conclure avec deux éléments. Un tiré de l'actualité, c'est cet article que j'ai trouvé sur Libé.fr, mais vous l'avez sûrement croisé parce que la plupart des quotidiens ont reporté ce week-end cette nouvelle. C'est-à-dire l'interdiction, ou plutôt l'emprisonnement d'une supportrice de volley-ball en Iran, qui renvoie tout à fait à l'histoire que vous allez découvrir autour de Hors-jeu. Vraiment à s'y méprendre. Et bien sûr, ça nous questionne, nous, professeurs, qui allons partager ces films ensemble et avec les élèves, sur la question de la portée de ces films. La véritable portée politique de ces films, le rôle qu'ils ont pu avoir, les trajectoires qu'ils ont pu avoir, le petit succès mitigé des temps modernes, le caractère, la carrière très très européenne de Hors-jeu. Voilà, cette circulation des œuvres et le poids politique, voilà un troisième axe que je voulais ne serait-ce que évoquer pour ne pas être trop long avec vous. Avant de conclure, et je sais, je voulais me permettre de défendre une dernière idée avec un petit extrait. J'en profite d'être avec des collègues et des collègues qui travaillent aussi à la pratique avec leurs élèves, pour vous montrer un petit film que j'avais réalisé avec mes élèves de seconde, pas de collège, mais de seconde. Un petit film qui, vous allez voir, d'un point de vue cinématographique et technique, j'aurais dû faire partie du programme parce que c'est pas bon du tout. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'est que les élèves se sont appropriés à la fois les films qu'on avait travaillés en classe et les concepts. Vous avez vu, hein, je vous en ai donné, enfin, je vous en ai fait subir beaucoup, les concepts géographiques, et ils se sont emparés de ça pour relire leur espace quotidien qu'ils devaient mettre en fiction. Voilà, j'aimerais finir là-dessus, dire un petit mot de conclusion. Et ça ne dure pas très longtemps. Il faut être très attentif, c'est presque fini. Donc ne ratez pas la chute. Le tueur monte et il descend au dernier moment. Voilà, la fin est un peu brutale. On n'avait que 2 heures, c'était à l'époque où on avait encore des modules en histoire géo, vous savez, des modules méthodologiques. Donc c'était forcément un petit peu serré, et donc ça explique aussi les fautes d'orthographe. Voilà, je laisse quand même le générique des auteurs de ce film affiché, c'est quand même la moindre des choses. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir rendu public ce film. Alors, la question que pose ce film, et puis la question que posent aussi sûrement les expériences que vous menez de votre côté avec vos élèves, c'est... je ne vais pas être très long, hein, c'est juste pour revenir un tout petit peu et... Hop, excusez-moi. C'est là, voilà. C'est juste pour même si au niveau technique, il y a plein de choses à revoir, etc. Je trouve que l'idée est intéressante de se dire que filmer, c'est certes adopter un langage, adopter une technique, mais je pense qu'il y a un véritable sens quand l'acte de filmer prend greffe sur ce que les élèves voient dans leur discipline. C'est-à-dire que le cinéma peut être un espace de relecture du monde à l'aune de ce qu'ils ont pu apprendre en cours. Ça, c'est une idée qui me tient vraiment à cœur, et notamment pour la géographie. Et du coup, je vais en venir à définir et à revenir sur le titre, le cinéma comme imagination géographique. C'est que je pense que la géographie n'est pas que, encore une fois, une science de description de la Terre, n'est pas que un accès au réel, et que il faudrait, dans l'absolu,
aider les élèves à considérer la géographie comme une imagination, c'est-à-dire comme un langage, comme des outils qu'ils pourraient utiliser en plus pour lire le monde, pour l'épaissir. Et je pense que le fait de prendre la caméra, même pour faire quelque chose de modeste, dans le cadre d'un cours d'histoire géo avec un prof absolument nul en cinéma, eh bien, je pense que ça peut avoir un sens d'appropriation et de relecture de leur espace proche et de relecture du monde. Voilà pourquoi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait continuer à creuser et à étayer. Plus globalement, la présentation que vous avez eu l'amitié de suivre jusqu'au bout et la gentillesse avait pour but de montrer que une approche géographique, ou plutôt une pluralité d'approches géographiques, est possible. Réfléchir sur le cadre spatial, signifié et signifiant, mais voir aussi le film comme un véritable petit laboratoire de performativité des acteurs et donc de négociation des pouvoirs pour enfin poser la question de la posture politique du réalisateur et des spectateurs qui se joue là encore dans l'espace. Pas uniquement dans l'espace. L'idée n'est pas de donner une grille définitive et je pense tout à fait critiquable. L'idée est juste de dire voilà ce que nous, on peut envisager de faire en géographie. Maintenant, mélangeons les approches. Merci beaucoup de votre attention. Alors, c'est bien, j'ai fini un peu en avance. Du coup, on a un petit peu de temps enfin, sauf si vous êtes très pressé de partir, mais l'idée était de casser justement un peu l'espace centre-périphérie et donner un peu la parole à la marge. Pour d'éventuelles questions, des remarques, des prolongements, sentez-vous libre, carte blanche à la périphérie, enfin devenez centre plutôt. Je pense à Sang et Or de Jafar Panahi. Voilà. Est-ce que vous pourriez développer justement à partir de ce film-là l'idée de la posture politique, évidemment dans la mesure où le personnage principal du film, sur son petit scooter, comme il est livreur de pizza, se déplace dans un Téhéran tout à fait intéressant, notamment au niveau des barrières sociales et de la présentation d'un monde à la fois lui vivant sa pauvreté et évidemment le voici confronté à une richesse qu'il n'imaginait pas dans cette ville. Oui. Oui, tout à fait. Ce cas est un prolongement absolument rêvé pour ce type de développement. Là, le point que je voulais développer sur ce point-là, en fait, c'est évidemment la question de la transgression des frontières et des barrières. Donc, on le retrouve dans le film que vous avez cité. On le retrouve aussi de manière désespérée dans un film que j'avais envie de vous montrer, mais il a fallu que je fasse des choix. J'espère qu'ils n'ont pas été trop mauvais. C'est Rome plutôt que vous de Tariq Tekia. Et globalement, l'œuvre de Tariq Tekia comme réalisateur algérien aujourd'hui sur le territoire. Donc Tariq Tekia prend toujours des personnages qui ont à voir avec la géographie, qui ont à voir avec le sol. Et moins que les contrastes sociaux, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le rapport au temps du territoire et la manière dont il va questionner les possibilités, c'est-à-dire la marge de manœuvre littéralement de ces personnages. Si vous ne connaissez pas Rome plutôt que vous pouvez aussi tout à fait confronter ça et voir cette scène des cartes marines où ces migrants candidats au départ ouvrent ces cartes marines et en fait ne comprennent pas le sens des courbes bathymétriques, c'est-à-dire la profondeur des eaux, ce qui annonce évidemment leur trajectoire dramatique.
C'était simplement pour vous demander qu'il était difficile pour un enfant, enfin un élève européen, d'avoir une conception du paysage américain, et je pense inversement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour poser le problème de l'observation du paysage, de l'espace et de l'ouverture sur le monde. D'accord. D'accord. Ah oui. Donc, il est toujours très difficile pour un enfant européen de voir un paysage américain et inversement. Donc, le cinéma, c'est aussi une ouverture, mais c'est aussi difficile pour un individu de se projeter dans un autre espace, dans un autre monde. Donc, je voulais savoir comment on pouvait... Allez-y, finissez. C'est pour ça que c'est difficile, et je voulais savoir si vous aviez éventuellement une idée pour essayer de faire comprendre ce type de paysage à des enfants européens. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, votre remarque est absolument juste et judicieuse. En effet, là, le cinéma peut nous servir à poser ces questions de rapport aux ordres de grandeur, par exemple. Et un travail même sur la forme, c'est-à-dire sur les techniques employées, sur la forme des plans, renvoie aussi à la capacité si vous voulez, d'affronter ces grands territoires. On ne filme pas Los Angeles comme on filme Paris. On ne filme pas l'Ouest américain comme on filme la Creuse. Et d'ailleurs, si un genre même, le road movie, est né dans cette immensité mise en réseau, c'est aussi que ça a un sens géographique, sans faire du déterminisme à tout crin. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que c'est difficile, pour dire que c'est une vraie chance d'un décentrement, pour reprendre le terme d'Arlette Farge, d'un décentrement des élèves sur leur monde et sur leur vision du monde. Et c'est le programme de la géographie, de toute façon, d'à la fois de décentrer les élèves pour qu'ils développent leur connivence par rapport au monde. Donc je suis d'accord avec vous sur les moyens employés. Je pense qu'une stratégie de comparaison, qui sont autorisées d'ailleurs dans les programmes, sur les études de cas comparées, pourrait être tout à fait intéressant sur la manière dont on filme et la manière dont on figure. Après, j'ai une dernière remarque sur votre remarque. C'est que je ne suis pas sûr que les élèves n'aient pas une familiarité aujourd'hui très forte avec les paysages américains. Du fait du soft power américain, on a quand même la récurrence, si vous voulez, de thèmes paysagers qui sont très forts. Alors, ce n'est pas forcément le paysage réaliste de Sean Penn, je suis d'accord avec vous. Mais on a d'autres types de paysages, une sorte de géographie hallucinée qu'on trouve dans les jeux vidéo, qu'on trouve dans les films, et que les élèves connaissent très bien, quelquefois mieux que les paysages français. Donc il faudrait faire avec ça aussi pour continuer. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? C'était le prolongement de votre question, madame. Oui, c'est plus une demande d'explication concernant ton schéma sur la cartographie ou la situation, en tout cas des films eux-mêmes. Oui. Dans une perspective centre-périphérie. Oui. Tu es passé un peu vite sur ce schéma. Oui, bien sûr. J'avais peur d'être trop long, et puis en fait non. J'aurais eu le temps de développer. Alors, ce schéma. Tu veux des explications sur le schéma en lui-même ou sur le fait de projeter des réalités filmiques sur ce schéma ? Les deux. Et en particulier, qu'est-ce que tu situes au centre du coup ? Comment tu... Dans les films que vous avez au programme ou en général ? Dans les films que vous avez au programme, j'imagine. Oui, je pense. Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, on n'a quasiment aucun film sans trop. C'est-à-dire que l'ensemble du programme auquel vous allez assister maintenant et dès cet après-midi, c'est un film qui discute plutôt des marges et des périphéries, selon moi. Attention, ici, le schéma renvoie à des réalités spatiales. Donc, en fait, le centre, on le voit très peu. On y est très peu dans ces films. Celui qui s'en approche le plus, c'est sûrement les temps modernes. Si on considère que l'usine est un élément central, mais on sait très bien que dans la ville américaine, l'usine a plutôt tendance, ou avait plutôt tendance, à se situer dans le péricentre, c'est-à-dire dans l'auréole qui suit directement le centre. Après, on peut dire oui, mais la suburb que tu nous as montrée sur la séquence, c'est aussi une forme de centre
aux États-Unis. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais on est toujours dans une forme de marginalité spatiale. Le pire, c'est un cyclone à la Jamaïque. Un cyclone à la Jamaïque, là, on est sur l'espace liquide, un espace où vous allez voir la caméra arrête pas de tanguer, où les repères sont questionnés. Là, on est dans la marge des marges, on est dans la dernière frontière, on est au-delà de l'Alaska Chonpen. Donc voilà, j'aurais voulu, si vous voulez, si j'avais eu le temps, si tu veux, j'aurais voulu développer, justifier un petit peu cet ancrage spatial sur ce modèle centre-périphérie qui est très générique. On peut voir des centres-périphéries partout. J'ai fait une petite application avec la salle, mais qui me semble vraiment intéressant d'un point de vue cinématographique. De se dire, au-delà des lieux qui sont figurés dans le film diégétiquement, qu'est-ce qu'il a voulu figurer comme structure socio-spatiale ? Avec le risque de la surinterprétation, évidemment. Je ne sais pas si j'ai été clair.